Bonjour et bienvenue à tous pour cette séance donc, du 23 mars 2021, première partie, qui sera consacrée à la mathématisation de l'astronomie, mathématisation qui va lui permettre de prendre son départ comme discipline scientifique autonome. Alors, je l'avais dit lors de la précédente séance, la conception générale d'un système du monde peut engager la recherche dans différentes directions concernant soit l'investigation de la nature physique des astres, soit la détermination d'un modèle géométrique satisfaisant à l'ensemble des mouvements observables de ces astres, les uns par rapport aux autres, et troisièmement, enfin, la détermination des causes de ces mouvements, ainsi que d'ailleurs de l'origine de ce système et de son évolution, et par conséquent de son devenir possible, de l'avenir de ce système. Mais j'avais expliqué pour quelle raison la science astronomique allait commencer et ne pourrait d'ailleurs pendant très longtemps faire qu'une chose, à savoir s'intéresser à la détermination donc des causes, plutôt pardon, des figures, des configurations des astres et de leurs mouvements, c'est-à-dire le deuxième des points que j'avais mentionnés. Et ce qui va orienter l'astronomie dans cette direction et l'empêcher pour l'instant d'en prendre d'autres de façon très significative, c'est le fait qu'on va rapidement découvrir la possibilité de faire coïncider la science astronomique avec quelque chose qui est en train d'apparaître en Grèce dans les 6e et 5e siècles avant notre ère, à savoir la science mathématique. Et donc, c'est le point 4.2.5.2 que j'intitule, j'avais dû déjà mentionner ce sous-titre, 4.2.5.2, la mathématisation de l'astronomie. L'objectif, donc je le rappelle, est d'élaborer un système du monde répondant à l'exigence maximale de rationalité. Or, les Grecs sont les inventeurs d'une espèce tout à fait particulière, tout à fait originale de rationalité qui leur est très vite apparue comme une sorte d'idéal de la rationalité et même, on va dire, d'idéal de tout savoir. Et cette forme, ce sont les mathématiques, c'est la science mathématique, la mathématique, les mathématiques. On hésite d'ailleurs, chez les mathématiciens comme chez les philosophes, à parler de cette science au singulier et au pluriel. Il est intéressant d'en parler au pluriel, ne serait-ce que pour marquer ce fait qu'il y a dans la science mathématique des branches bien distinctes, l'arithmétique, l'algèbre, l'analyse, la géométrie, la topologie, les probabilités, etc., les statistiques. Mais il est intéressant aussi d'en souligner l'unité, ce que permet le singulier, la mathématique, puisqu'on constate qu'entre toutes ces parties des mathématiques, toutes ces branches, et toutes ces disciplines, à la fois scolaires et universitaires, que je viens d'énumérer rapidement, et d'ailleurs incomplètement, entre toutes ces branches, il y a des passerelles, et plus que des passerelles, il y a en véritable unité fondamentale. Bref, que l'on parle des mathématiques ou de la mathématique, il reste que lorsque les Grecs prennent conscience de la possibilité de construire un savoir de cet ordre, il leur apparaît très rapidement qu'on a affaire là à quelque chose comme une sorte de nec plus ultra du savoir, et peut-être un modèle absolu de ce que veut dire savoir. Pour quelle raison? Alors d'abord, empressons-nous de dire que les Grecs n'ont pas néanmoins tous considéré la mathématique comme le degré ultime de la connaissance et comme la science hiérarchiquement, si vous voulez, la plus élevée. Par exemple, chez Platon, il y a au-dessus de la mathématique une science plus éminente, une science qui va plus haut, si vous voulez, qui va plus loin, et qui s'appelle la dialectique. La dialectique, c'est la science qui permet d'accéder à ce que Platon appelle les formes intelligibles, qu'on appelle aussi quelquefois, c'était l'appellation retenue le plus souvent autrefois, les idées intelligibles, c'est-à-dire les essences des choses. Mais je passe pour l'instant sur la dialectique, j'y reviendrai un petit peu plus loin.
pour dire que si Platon ne se représente pas la mathématique comme la science suprême, euh, il la conçoit néanmoins comme une propédeutique, une préparation, un préliminaire absolument indispensable pour l'accès à la dialectique. Vous savez sans doute, et j'en reparlerai du reste de façon assez prolongée, vous savez sans doute que Platon avait fondé à Athènes une école en 387 qui s'appelait l'Académie, en raison de sa proximité avec les jardins d'Académos. Donc l'Académie où Platon recevait des étudiants, et je dirais plus loin pourquoi ces étudiants fréquentaient l'Académie de Platon, au fronton de laquelle il était écrit, paraît-il, la légende dit que au fronton de l'Académie de Platon se trouvait cette inscription que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, et par géomètre, il ne faut pas entendre seulement celui qui étudie la géométrie au sens étroit du terme, c'est-à-dire la science des figures, mais géomètre au sens de mathématicien, rompu aux mathématiques. Alors on ne peut plus voir à Athènes davantage que quelques pierres qui restent de l'Académie de Platon. Le fronton, lui, a disparu et donc l'inscription n'est pas visible, mais enfin, le fait semble assez fortement attesté. Alors, évidemment, comme chaque fois qu'apparaît dans une civilisation une pratique théorique, une discipline, un art ou une pratique, par exemple, politique ou une religion, il est impossible d'expliquer cette apparition par un facteur unique. Et donc, un nombre certainement assez important de causes ont dû agir pour que les Athéniens découvrent, les Grecs, pas les Athéniens, il ne faut pas dire les Athéniens, il faut dire les Grecs, pour que les Grecs découvrent aux alentours des 6e et 5e siècles avant notre ère cette science nouvelle. Alors cette histoire a été faite d'ailleurs, et je ne vais pas la refaire ici, mais c'est un fait que les Grecs, là, atteignent à quelque chose dont il n'existe pas de précédent à leur époque. Même dans les régions du bassin méditerranéen, ou même beaucoup plus loin, par exemple dans le monde asiatique, même là où dans d'autres mondes, africains ou américains, où ont été déjà poussées assez loin certaines connaissances relatives, par exemple au nombre et aux figures, jamais n'a émergé véritablement une science mathématique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une science mathématique et qu'est-ce qui fait la particularité de cette science tout à fait nouvelle à l'époque donc des Grecs dont nous parlons? Ceci qu'elle est poursuivie dans une finalité, dans un but qui est complètement désintéressé. Il ne s'agit plus de problèmes de comptabilité, il ne s'agit plus de problèmes d'arpentage, par exemple. On ne cherche plus, comme le faisaient les Égyptiens anciens, à se donner quelques outils géométriques facilement manipulables pour, par exemple, lorsque le Nil se retirait après chacune de ses crues, pouvoir reconstituer rapidement un cadastre. Il ne s'agit plus de cela. Il ne s'agit pas, je répète, de faire des comptes. Il ne s'agit pas d'établir donc des calculs, des procédures de calcul minimales requises pour certaines opérations utilitaires. Il s'agit d'une discipline qui se donne des objets parfaitement abstraits et qui traite de ces objets comme de réalités à connaître au même titre qu'on le fait pour les corps, quand on fait de la physique ou de la chimie, qu'on le fait pour les organismes, pour les êtres vivants, quand on fait de la biologie. Il y a donc un corps de connaissances mathématiques consacré à des objets tout à fait particuliers, en ceci qu'ils sont des objets auxquels a seul affaire l'intellect et non plus du tout les sens. Alors, et c'est ça qui fait que les objets de la mathématique étant des objets purement intellectuels, c'est cela qui fait que ces objets sont toujours parfaitement, totalement, intégralement intelligibles. On pourrait même dire intégralement transparents, parce que dans un objet mathématique, il n'y a rien d'autre que ce que vous y avez mis en énonçant sa définition.
Lorsque, une fois que vous avez dit que le cercle est une figure courbe fermée, une ligne courbe fermée dont tous les points sont équidistants d'un même point appelé centre du cercle, eh bien, vous savez parfaitement, complètement ce que c'est que le cercle. Attention, ça ne signifie pas que vous savez du cercle tout ce qu'il est possible d'en savoir. Vous avez une définition qui vous met en présence de l'essence de la chose. C'est-à-dire que vous savez ce qu'est la chose, et vous le savez sans reste, vous le savez sans obscurité, sans confusion possible avec autre chose, avec une autre figure, par exemple, avec une ellipse, avec a fortiori avec un triangle, ou avec une droite ou un volume, comme par exemple une sphère. Vous savez à quoi vous avez affaire, et à partir de là, étant donné cet objet, l'objet n'étant donné que par sa définition, étant donné cet objet, vous pouvez vous mettre en chemin en direction de la recherche de ces différentes propriétés. Chercher les propriétés d'un objet mathématique, c'est en développer la définition. Et développer la définition, c'est ce qui va vous permettre d'aller vers un certain nombre d'énoncés qui sont reliés à la définition par une procédure tout à fait particulière, tout à fait spéciale, qui s'appelle la démonstration. Ce que produit une démonstration, c'est un théorème. Les propositions mathématiques que découvre cette science s'appellent donc des théorèmes. Et qu'est-ce qu'un théorème? Un théorème, c'est un énoncé qui a reçu sa validation d'une opération tout à fait particulière qui s'appelle la démonstration. Si on veut comprendre ce que ça veut dire démonstration, si on veut comprendre ce que c'est qu'une démonstration, il faut se sortir de la tête la signification qui fait de ce mot démonstration une espèce de superlatif de preuve. C'est souvent comme ça qu'on utilise le mot en français. On parle de démonstration où l'on dit par exemple qu'on a démontré ceci pour dire qu'on l'a prouvé, disons, d'une façon telle qu'il est impossible d'espérer en trouver une meilleure validation. Mais démonstration n'est pas un superlatif de preuve. Parce que s'il est vrai que toute démonstration est une preuve, toute preuve n'est pas une démonstration, non pas pour des raisons, je dirais, d'intensité probante, non pas pour des raisons de force de la preuve, mais pour des raisons qui tiennent à la manière même de procéder. Par exemple, un constat effectué par les sens peut être une validation suffisante d'une proposition et donc une preuve satisfaisante. Si par exemple, je veux prouver que je sais parler telle langue, je peux simplement, face à un interlocuteur qui en douterait, me mettre à parler avec lui cette langue, à converser avec lui dans cette langue, et j'aurai attesté par le fait que je sais parler cette langue. Je l'aurai prouvé. De même que je peux prouver, par exemple, je ne sais pas, qu'il y a du granit dans telle ou telle région des Pyrénées en montrant, par exemple, des affleurements ou des parois ou des motifs granitiques dans cette région. Là, je n'aurais pas démontré, je me serais contenté de montrer. Voilà, je prouve que je suis vivant en me montrant vivant, parlant, en chair et en os. Mais démontrer, c'est une opération qui a, je dirais, une autre nature et donc une autre portée. Dans la démonstration, je ne fais rien d'autre que déployer, développer ce qui était replié, enveloppé dans des énoncés que je m'étais donnés au départ et qu'on appelle les prémices d'une démonstration. Attention à prémices, ici avec deux S, pour distinguer de prémices avec un C qui veut dire les commencements, les débuts de quelque chose. Je pars de prémices. Ces prémices, je les ouvre, si vous voulez, je regarde si elles contiennent et j'en développe le contenu par un raisonnement qui est purement formel, c'est-à-dire dans lequel chaque étape s'enchaîne à la précédente en vertu de la rigueur, de la déduction qui me fait passer de l'étape du n à l'étape n plus 1. C'est-à-dire que c'est par la forme de sa validité que se juge une démonstration et pas par le contenu. Parce que le contenu propositionnel de la démonstration, le contenu des propositions qui sont enchaînées par la démonstration, peut être intrinsèquement faux,
tandis que la démonstration est parfaitement valide. Si je dis, par exemple, que toutes les télévisions sont couvertes de plumes, et si je dis, par exemple, que ma belle-mère est une télévision, alors je peux en déduire que ma belle-mère est couverte de plumes, c'est parfaitement valide comme raisonnement, et pourtant, aucune de ces propositions n'est vraie. Inversement d'ailleurs, je vous invite à jouer à ce jeu qui consiste à élaborer un raisonnement non valide, une démonstration qui ne tiendrait pas la route à partir de propositions qui sont toutes vraies. Essayez, c'est assez facile. C'est assez facile. Eh bien, la valeur d'une démonstration tient dans sa forme. Et c'est ça qui fait des mathématiques une science, une super science, une science superlative. C'est ce qui fait des mathématiques une science située non seulement complètement à part de toutes les autres, mais supérieure, en tout cas à beaucoup d'autres, c'est le fait qu'on y a affaire à des objets parfaitement définis, à partir desquels on peut élaborer des raisonnements formels, dans lesquels il n'y a pas à faire intervenir de données qu'on va chercher par l'observation. Par exemple, vous ne démontrez pas le théorème de Pythagore en prenant un double décimètre, en mesurant l'hypoténuse, en l'élevant au carré, ensuite en mesurant chacun des côtés de l'angle droit du triangle rectangle, en l'élevant au carré, en faisant la somme de ces deux derniers carrés, en vérifiant qu'elle est égale au carré de l'hypoténuse. Ce n'est pas comme ça qu'on démontre le théorème de Pythagore. Ça s'appelle éventuellement, au mieux, ça consiste à vérifier le théorème de Pythagore. Mais vous ne le démontrerez pas plus que vous démontrerez, par exemple, que le nombre pi contient un nombre infini de décimales qui ne se répètent pas. Contrairement à, par exemple, si vous divisez 1 par 3, ça vous donne 0,3333333 à l'infini. Vous avez une infinité de décimales, mais qui se répètent. Dès que vous divisez un nombre entier par un autre nombre entier, vous aurez toujours, alors soit ça tombera juste, comme si vous divisez 18 par 6, soit ça ne tombera pas juste, et vous aurez une virgule, après laquelle vous aurez une infinité de décimales, ou un nombre fini, et s'il y a une infinité cyclique, qui se reproduit cycliquement. Ça s'appelle un nombre rationnel, si vous voulez. Alors, on ne démontre pas donc le fait que pi soit un nombre irrationnel, qu'il ait une infinité de décimales qui ne se répètent jamais, simplement en regardant les unes après les autres ces décimales. Personne n'est jamais allé regarder les décimales de pi jusqu'au bout, puisqu'il n'y a pas de bout. C'est infini. Même l'ordinateur le plus puissant ne peut pas venir à bout d'une infinité de nombres. Et par conséquent, l'infinité des décimales de pi non périodiques, ça se démontre mathématiquement à partir de la nature du nombre pi, dont la définition est elle-même parfaitement claire. Elle tient en un énoncé tout simple. Le nombre pi, c'est le nombre qui mesure le rapport entre la valeur du rayon d'un cercle et sa circonférence. Et cela, bien sûr, quel que soit le cercle considéré. Alors, quand vous avez affaire à un objet physique, que ce soit un caillou, un morceau de roche, par exemple, un minéral, que ce soit un être vivant, un végétal, un arbre, un animal, un être humain, a fortiori, si vous ajoutez par exemple une société, vous avez affaire à une réalité qui est donnée au sens. Et ça, vous ne pouvez jamais vous en faire une idée qui soit telle que dans cette idée soit contenue, soit enfermée la totalité de la nature de la chose. Voilà. Il est clair, par exemple, qu'un morceau de granit diffère dans sa nature d'un morceau de calcaire qui diffère, par exemple, d'un morceau de schiste ou, par exemple, de diamant. Ça, c'est certain. Il reste que nous ne savons pas encore, même si nous en savons beaucoup, sur ce qu'est un morceau de granit, nous ne savons pas encore complètement ce que c'est que la nature du granit. Nous savons beaucoup de choses. Nous savons que le granit est constitué de 3 minéraux qui sont le quartz, le mica et le feldspath. Mais comme toutes ces substances sont composées de particules élémentaires dont nous n'avons pas encore une connaissance intégrale de la structure,
il est possible que nous ne sachions jamais vraiment ce qu'est du granit. Voyez-vous? Et donc, il y a là pour les mathématiques, je dirais, un avantage qu'on peut dire quasiment infini. Infini dans la mesure où il se pourrait bien que soit infinie la tâche qui consiste à cerner dans sa totalité, dans sa complétude, la nature d'un objet, d'un corps qui appartient au monde sensible, au monde auquel nous accédons par la vue, par le toucher, par l'ouïe et par les autres sens. Voilà ce qui fait donc la spécificité, la particularité des mathématiques. Un ami mathématicien me disait que s'il avait choisi de s'engager dans cette direction des mathématiques, alors qu'il avait la possibilité, par exemple, d'entreprendre plutôt des études supérieures de physique, il avait utilisé cette expression, il avait dit, voilà, les concepts physiques, c'est toujours un peu boueux, c'est pas très clair, c'est pas transparent. Au fond, en physique, on utilise des termes dont il n'est pas sûr que la définition soit facile à produire. Si produire une définition, c'est produire un énoncé qui dise la nature de la chose. Si par exemple, je veux définir en physique la force, eh bien, le physicien va me dire que la force est un rapport, que c'est par exemple le produit de la masse par l'accélération. Mais si je lui demande, mais qu'est-ce que c'est la force, indépendamment de ce avec quoi on peut la mettre en rapport, eh bien, il n'est pas sûr qu'il soit, je dirais, très à l'aise pour produire cette définition, que ce soit de la force, de la masse, par exemple. Alors le poids, on sait bien ce que c'est, parce que ça aussi, c'est un rapport. Mais les concepts fondamentaux de la physique n'ont peut-être pas n'ont certainement pas une limpidité comparable, en tout cas encore moins égale, à celle des concepts mathématiques. Voilà ce qui fait donc la supériorité des mathématiques et ce qui fait des mathématiques une science qui, on va dire, approche d'une perfection propre à en faire le modèle de tout savoir. Alors, je disais une science désintéressée. Et en effet, comme je le disais, on ne s'intéresse plus seulement à des problèmes de comptabilité, d'arpentage, de mesure, de dimension. On se pose, par exemple, des questions du type, étant donné un carré ayant un côté de valeur A, comment construire le carré de surface double? C'est un problème, ça, qui peut avoir une utilité pratique. Voilà, je dispose d'une certaine superficie de terrain de forme carrée, je veux calculer quel doit être le côté d'un carré qui aurait le double de cette surface. Ça peut servir à des questions de répartition de propriété, de cadastre, d'héritage, que sais-je encore. Mais en revanche, si je me demande, par exemple, étant donné un carré de côté A, quel doit être le rayon d'un cercle qui aurait le double de la surface de ce cercle, ou qui aurait une surface équivalente à celle du carré initial. Quel doit être le rayon d'un cercle possédant une surface identique à celle d'un carré donné? Les Grecs n'ont pas d'autre instrument pour résoudre ce genre de questions que la règle et le compas. Eh bien, les Grecs ont beaucoup cherché la réponse à cette question, comment, avec une règle et un compas, est-ce qu'on peut construire un cercle de surface égale à celle d'un carré donné? Eh bien, la réponse est qu'on ne peut pas. C'est le fameux problème de la quadrature du cercle. Mais de la même façon, les Grecs vont se demander comment on peut, à l'aide d'un compas et d'une règle, par exemple, construire, diviser en deux un angle. Ça, c'est très facile. Il n'y a vraiment rien de plus facile avec une règle et un compas que de tracer la bisectrice d'un angle, c'est-à-dire la demi-droite qui, à partir du sommet de l'angle, divise l'angle en deux. En revanche, la trisection de l'angle, la division par 3 d'un angle donné, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se réaliser avec une règle et un compas. Et le démontrer, ça, c'est l'affaire des mathématiques. Il n'est pas possible de le démontrer à l'aide de la règle et d'un compas. Et c'est à ce genre de problème que les Grecs s'intéressent. Ou encore, par exemple, ceci, étant donné un triangle rectangle
de côté ABC, A étant l'hypoténuse, trouver quelles valeurs doivent avoir les côtés pour que A moins B et A moins C, par exemple, soient des cubes. Voilà, par exemple. Ça, c'est le genre de problème que se posent les Grecs. Or, ça, c'est un problème qui ne peut avoir strictement aucune application pratique d'aucune sorte. Alors, ce qui va permettre à l'astronomie d'émerger la première comme science de la nature, avant la physique, avant la chimie, avant la biologie, ce qui va permettre à l'astronomie d'émerger d'abord, avant toute autre science, c'est que les questions peuvent y être posées, que les problèmes présentent des données qui peuvent être disposées exactement et directement en termes mathématiques. En effet, les astres en mouvement dans le ciel peuvent, au moins dans un premier temps, être assimilés à des points. D'abord, les étoiles sont des points, par exemple. Les planètes, sans instruments grossissants, sont des points. Des jumelles, aujourd'hui, même assez rudimentaires, permettent quelquefois de s'apercevoir, par exemple, en regardant Jupiter ou Vénus, qu'on n'a pas affaire à un point strictement ponctuel, mais déjà à un disque lumineux, avec de très bonnes jumelles, avec des jumelles de haute qualité. Vous voyez très bien non seulement que Vénus est un disque, mais vous voyez les phases de Vénus, vous voyez les croissants, vous voyez les quartiers de Vénus. Mais à l'œil nu, Vénus, l'astre le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune, apparaît comme un point. Du reste, il faut savoir qu'aujourd'hui encore, avec les plus puissants de nos télescopes, aucune étoile ne peut apparaître encore autrement que comme un point. Avec un bon télescope, même pas très puissant, même avec un bon télescope d'astronome amateur, vous voyez énormément plus d'étoiles que vous n'en voyez à l'œil nu ou à la jumelle. Mais vous ne voyez jamais que des points, même avec aujourd'hui le plus grand télescope optique du monde. Donc il est permis d'assimiler dans un premier temps les astres à des points géométriques. Il suffit par exemple de décider arbitrairement que la Lune, le Soleil seront étudiés comme des points situés tout simplement en leur centre. Et donc, à partir du moment où vous vous êtes donné le spectacle du ciel comme le spectacle d'un certain nombre de points en mouvement, des points qui sont, bien qu'étant ponctuels, qui sont quand même suffisamment discernables pour pouvoir être identifiés. Alors, les étoiles, elles sont discernables par leur éclat, on dit maintenant par leur magnitude. Les planètes sont discernables également par leur éclat, mais aussi par leur couleur. Enfin, évidemment, la Lune et le Soleil présentent un aspect immédiatement reconnaissable. À partir du moment où vous vous êtes donné les astres, les objets célestes comme des points, il existe une homogénéité de principe, il existe donc une communauté de nature entre les objets de la géométrie et les objets de l'astronomie. Et vous pouvez donc traiter ces derniers, les objets de l'astronomie, selon les méthodes que vous utilisez pour les objets géométriques. À ceci près que les objets astronomiques sont des objets en mouvement et qu'étant des objets en mouvement, ils ne sont plus tout à fait justiciables d'un traitement seulement géométrique, mais on parlera pour cette discipline particulière qui étudie des réalités géométriques en mouvement de cinématique. Cinématique, du grec kiné, qui veut dire le mouvement. Hein. Le cinéma, ce sont des images en mouvement. La cinématique, c'est la discipline qui étudie les mouvements des astres, les mouvements en général, qui étudie toute espèce de mouvement, indépendamment des causes physiques de ces mouvements. Donc, l'astronomie naissante, c'est de la cinématique. Alors, il faut ajouter autre chose parce que ce n'est pas le simple fait que les mathématiques aient été découvertes et identifiées, sitôt découvertes, comme une espèce de savoir idéal, de prototype du savoir. Ce n'est pas seulement ce fait, et le fait que les objets célestes se prêtent à un traitement mathématique,
qui a déterminé, je dirais, l'essor de cette science. Il faut prendre en compte un autre facteur culturel qui alors doit quelque chose à l'influence d'un personnage qui a été très important dans l'univers culturel du monde grec et qui s'appelle Pythagore. Alors je vais dire quand même quelques mots de Pythagore. D'abord, quand je dis une figure intellectuelle majeure du monde grec, il ne faut pas entendre par monde grec seulement la Grèce en tant qu'elle correspond avec le pays qui porte aujourd'hui ce nom. Le monde grec, c'est le monde qui parle grec, c'est-à-dire que cela inclut les colonies grecques, principalement celles, alors au-delà donc de la Grèce à proprement parler, des îles de la Vérégée, cela comprend par exemple tous les rivages occidentaux et un peu méridionaux de l'Asie mineure, ce qui s'appelle aujourd'hui la Turquie, mais aussi le sud de la péninsule italienne, le sud de l'Italie et la Sicile. Alors, Pythagore, on ne sait pas grand-chose de la vie de Pythagore, pour autant dire qu'on ne sait pratiquement rien de sa vie. La figure qui est demeurée et qui a passé jusqu'à nous par les témoignages est probablement pour une large part une figure légendaire. Alors il serait né, Pythagore, vers 580 avant Jésus-Christ, alors dans une île qui, elle, est dans le monde grec au sens étroit du terme, dans l'île de Samos. Il serait né dans l'île de Samos, mais se serait, paraît-il, exilé par dégoût pour le luxe que prônait à Samos le tyran Polycrate. Et il aurait quitté Samos, il se serait exilé pour aller vivre à Crotone. Crotone est une ville située à l'extrême sud de l'Italie, si vous voulez la situer à l'arrière de la semelle de la botte italienne. Voilà. Vous voyez la botte, la semelle, il y a ce golfe qui forme à l'arrière le talon. Eh bien, Crotone, c'est sur la semelle de la botte italienne. Après avoir beaucoup voyagé en Phénicie, en Égypte et jusqu'à Babylone, Pythagore avait fondé à Crotone une communauté à la fois scientifique, religieuse, mystique même, et politique, où il jouissait, il faut bien le dire, du statut, de la dignité, de l'aura, de ce qu'on appellerait aujourd'hui un gourou, et peut-être même d'ailleurs, faudrait-il aller jusqu'à dire que la figure de Pythagore était dans son école, il faudrait dire dans sa secte, divinisée. Il faut savoir par exemple que quand vous entriez dans l'école de Pythagore, vous receviez un enseignement de type parfaitement ésotérique, durant lequel, pendant plusieurs années, vous ne pouviez pas faire autre chose qu'écouter le maître sans le voir, puisqu'il était dissimulé derrière un rideau. Au bout de quelques années, on tirait le rideau, vous voyiez le maître, et encore, je suppose, si vous aviez satisfait à certaines procédures de sélection initiale, après quoi, je crois que c'est au bout de 10 années, rapporte la légende, que vous pouviez commencer à poser votre première question au maître. Alors, quelle était la doctrine de Pythagore? Contrairement à ceux qu'on appelait les philosophoi ou physicoi, les physiciens, de l'école, par exemple, de Milet, cette ville située sur la rive occidentale de l'Asie mineure, qui, eux, supposaient des explications, qui forgeaient des explications à partir, on va dire, d'éléments matériels. Par exemple, Thalès expliquait toute chose comme formée essentiellement à partir de cet élément, l'eau. Héraclite, lui qui venait d'Éphèse, tenait pour l'élément feu. Anaximène, lui, expliquait les choses à partir de l'air. Eh bien, la science de Pythagore ne prend pas appui sur des éléments de nature matérielle, de nature physique, si vous voulez, mais sur un principe de nature purement abstraite. L'intuition essentielle de la philosophie de Pythagore, c'est le nombre. La maxime par laquelle on résume quelquefois cette philosophie, c'est celle-ci, tout est nombre.
tout est nombre. Et ce principe aurait été révélé à Pythagore, c'est encore ce que rapporte la légende, aurait été révélé à Pythagore par la compréhension qui lui serait venue subitement de l'existence d'un rapport entre le son et des grandeurs géométriques. Il se serait aperçu, alors il existe des témoignages selon lesquels c'est en écoutant un marteau frapper une enclume, d'autres selon lesquels il s'agirait plutôt de cordes frottées d'un instrument de musique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que au titre de l'intuition pythagoricienne, il existe un rapport entre la hauteur du son et la longueur de la corde sollicitée, par exemple, par un archer ou pincée en un certain endroit. Or, une longueur, ça se mesure, et une hauteur de son, ça peut aussi entrer dans un système de mesure. Et donc, l'idée serait venue à Pythagore que tout repose dans l'univers sur les nombres entiers et sur des rapports entre les nombres entiers, ou, s'il ne s'agit pas de nombres entiers, de nombres qu'on peut obtenir à partir de fractions d'entiers. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui s'appelle un nombre rationnel. Les fondements de l'ordre naturel sont les nombres et les nombres entiers, parce que à partir des nombres entiers, on peut forger les figures géométriques qu'on suppose être la structure même de la matière physique. Par exemple, le 1 va être associé au point, ce point que vous pouvez faire se déplacer pour obtenir une ligne. Cette ligne sera associée au nombre entier 2, puisque vous l'obtenez en traçant le trait qui unit deux points. Le 3 sera assimilé à la surface. Avec 3 points, vous définissez un plan. Et le 4 au volume. Ce qui fait qu'il y a des nombres. Il y a des nombres triangles. Par exemple, le nombre 3 est un nombre triangle. Vous pouvez disposer visuellement, vous pouvez matérialiser, si vous voulez, le nombre 3 sous la forme de 3 points disposés en triangle. Mais prenez par exemple le nombre 4. C'est un nombre carré. C'est le carré de 2. Et c'est pour ça qu'on parle en arithmétique de carré ou de cube. Quand vous dites par exemple que 16 est le carré de 4, cela veut dire que si vous tracez 4 points verticalement, que vous en tracez 4 autres verticalement à droite, et encore à droite 4 autres verticalement et 4 autres enfin, vous avez obtenu un carré de 4 sur 4, vous comptez les points, à l'intérieur il y en a 16. 16 est un nombre carré. De la même façon que 8 est un nombre cube. 8 est un nombre cube, puisque c'est le cube de 2. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Et vous pouvez d'ailleurs le vérifier en traçant un carré, 4, 2 fois 2, et à l'arrière de ce carré, vous tracez un autre carré, 4 points, vous reliez ces 4 points, vous avez la forme d'un cube. Alors, il y a des nombres triangles, des nombres carrés, des nombres cubes, il y a des nombres pentagones, il y a des nombres hexagones, etc. etc. Ce que les pythagoriciens ne pouvaient pas concevoir, c'était un nombre qui ne serait ni entier ni égal à la fraction de 2 entiers. Il semblerait, alors ça c'est encore quelque chose de tout à fait légendaire, mais enfin il semblerait que la communauté pythagoricienne ait très mal vécu la découverte des nombres irrationnels. Par exemple, le nombre racine de 2. Prenez un carré de côté 1. La diagonale a pour mesure, en vertu du théorème de Pythagore, racine de 2. Il est très facile de démontrer, ça vous trouverez ça sur Internet n'importe où, vous tapez sur n'importe quel
sur Google, vous tapez irrationalité de racine de 2, vous trouvez la démonstration, elle tient en quelques lignes et n'importe qui peut la comprendre. Il est très facile de démontrer que si vous vous donnez un carré de côté 1, un carré dont le côté mesure 1, eh bien, vous démontrerez à l'aide du théorème de Pythagore que la diagonale vaut racine de 2, et il est très facile de démontrer que ce nombre racine de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme d'un quotient de 2 entiers. Nous avons donc affaire à un nombre qui ne satisfait pas à cette condition, qui n'est pas un nombre rationnel. Ça a tellement déplu aux pythagoriciens qu'il paraît que la légende dit qu'ils auraient fait trucider, noyer le premier qui s'était aperçu de l'existence de ce genre de nombre. Voilà. Et donc, l'idée pythagoricienne, c'est que les nombres structurent l'univers. Voici ce qu'en dit Aristote au livre Alpha de la métaphysique au chapitre 5. Aristote avait l'habitude, chaque fois qu'il examinait un problème, de commencer l'examen du problème par ce qu'on appelle une doxographie, c'est-à-dire une revue des opinions qui avaient été antérieurement professées sur la question qu'il s'apprête à étudier. C'est pourquoi Aristote est une source extrêmement précieuse de connaissances des philosophes antérieurs, parce que comme il n'aborde jamais un problème sans une revue assez détaillée des hypothèses ou des propositions qui ont été formulées avant lui par d'autres, eh bien, pour cette raison, il nous fournit beaucoup de renseignements sur les penseurs qui l'ont précédé. Alors, voici Métaphysique, livre Alpha, chapitre 5. Ceux qu'on appelle les pythagoriciens se consacrèrent les premiers aux mathématiques et les firent progresser. Comme ils étaient nourris de cette discipline, ils estimèrent que les principes des mathématiques sont les principes de tous les êtres. Et parce que les nombres sont par nature les premiers des principes mathématiques, et que ces hommes croyaient contempler une multitude d'analogies avec tout ce qui est et tout ce qui devient, parce qu'ils voyaient en outre dans les nombres les propriétés et les propositions des harmonies musicales, et que toutes les autres choses leur semblaient avoir été formées à la ressemblance des nombres, et que les nombres leur paraissaient être ce qui est le premier dans la nature entière, ils supposèrent que les éléments des nombres sont les éléments de tous les êtres, et que l'univers est harmonie et nombre. Il faut tout de suite dire que Aristote ne mentionne de façon précise ici, très circonstanciée, l'opinion des pythagoriciens que parce qu'il s'apprête plus loin à s'y opposer. Aristote ne croit pas du tout que le monde soit mathématique, ni même qu'il soit complètement mathématisable. Et nous reviendrons sur cette question beaucoup plus tard lorsque nous étudierons celui qui a le premier réussi à mathématiser la science physique, qui est Galilée. Mais lisons un peu ce texte. Ceux qu'on appelle les pythagoriciens se consacrèrent les premiers aux mathématiques. Ils leur reconnaissent donc une priorité historique et les firent progresser. Très bien, ça c'est leur mérite. Comme ils étaient nourris de cette discipline, ils estimèrent que les principes des mathématiques sont les principes de tous les êtres. Et là, vous avez déjà, sous la plume d'Aristote, une suspicion. Voilà des gens qui vont céder à cette espèce de travers qui existe chez les scientifiques et d'ailleurs qu'on n'a jamais cessé de repérer, de critiquer et de dénoncer, et d'ailleurs qui se rencontre encore aujourd'hui, qui est d'essayer pour une discipline ou pour un spécialiste de cette discipline de tout ramener dans le giron de la discipline qui lui est chère, mais surtout la discipline qu'il connaît le mieux ou même quelquefois qu'il connaît seul. Et donc, il y a là déjà, pour Aristote, certainement le soupçon d'un abus, ce qui a déterminé les pythagoriciens à placer la totalité de l'univers, de son fonctionnement, sous l'empire des mathématiques. Eh bien, c'est qu'ils étaient à l'origine de l'intérêt pour les mathématiques, que c'est eux qui les avaient fait progresser, et que par conséquent, ils revendiquaient pour leur propre discipline une espèce de domination qu'on peut légitimement appeler impérialiste. Alors, pour les pythagoriciens, il faut bien comprendre que les nombres ne sont pas des réalités séparées. Ce ne sont pas, par exemple, des objets
dont on va tirer le concept à partir de la réalité, comme si l'on disait par exemple, ben, je vois bien là des vaches dans ce champ, je les compte, j'en ai 7, eh bien les vaches qui sont là au pré, elles sont 7, j'en tire, j'en extrais le nombre 7, et puis je vais m'intéresser ensuite à ce nombre en tant que tel. Pour les pythagoriciens, ça ne marche pas comme ça. Pour les pythagoriciens, les nombres sont les choses mêmes, et pas simplement quand il y a 7 vaches, mais le nombre 7 est partout, comme tous les nombres. Tous les nombres sont partout, et on peut dire que certains nombres ont plus d'importance d'ailleurs dans cette relation avec l'univers physique. Il y a des nombres qui jouissent d'un certain degré de perfection supérieure. Par exemple, le nombre 10, le nombre 10 jouit auprès des pythagoriciens d'un prestige particulier. Pourquoi? Parce que c'est la somme des 4 premiers nombres. 1 plus 2 plus 3 plus 4. 1 plus 2, 3, plus 3, 6, plus 4, 10. C'est ce qu'ils appellent le tétractis. Tétractis, c'est le nombre qui est égal à la somme des 4 tétras en grec premier. Alors, bon, vous savez peut-être que l'intuition pythagoricienne a survécu dans des superstitions numérologiques aujourd'hui, bon, qui évidemment ne va être pas un clou. Bon, ça, je n'en parle pas, mais ça survit aujourd'hui, dans cette forme-là. Mais surtout, il faut savoir que l'intuition pythagoricienne a complètement triomphé dans notre science physique actuelle. Notre science physique actuelle, qui est de bout en bout, de part en part mathématisée, entièrement mathématisée, et qui vit, on pourrait dire, en symbiose avec les mathématiques. Il ne s'agit plus simplement d'utiliser pour les physiciens les mathématiques comme un instrument commode pour parler de la réalité physique, du monde des corps, du monde des choses matérielles. Non, la mathématique n'est pas seulement le mode d'expression de la science physique, elle en est le mode d'existence même. Les concepts de la physique sont aujourd'hui des concepts mathématiques, et la mathématique joue dans la physique contemporaine un rôle, on va dire, fécondant, heuristique, ce qui veut dire qui permet de travailler à la découverte. La mathématique a aujourd'hui, je dirais, une fonction active, motrice dans la physique. Notre physique actuelle, c'est le triomphe du pythagorisme. Voilà. Dans la deuxième partie de cette séance, donc du 23 mars, je traiterai de la façon dont va se poser le problème de l'astronomie en termes mathématiques. Voilà, je vous dis donc à la seconde partie de cette séance.